quand on dit que les peuples n'ont pas de problème, entre un Ivoirien n'a pas un problème avec un Burkinabé ou un Malien, Nigérien. Voilà. Mais cette assertion, elle n'est pas vraie. Ah bon? Oui, elle n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que les peuples peuvent ne pas avoir de problème entre eux, mais quand ils voient les dirigeants à qui ils ont confiance, qui développent leur pays, se faire insulter matin, midi, soir, pour moi, il y a un problème. À un certain moment donné, les dirigeants peuvent se parler entre eux, les peuples peuvent en avoir. Moi, je vous prends un exemple. Quand les Ivoiriens, aujourd'hui, sont totalement exaspérés de la passivité de leurs autorités. Ils ne peuvent pas comprendre. Oui, effectivement, ils ne peuvent pas comprendre que le président. C'est un constat que je fais dans l'ensemble, que je vois sur les réseaux sociaux, sur les médias. Les autres pays ne peuvent pas insulter à longueur de journée le président de la République de Côte d'Ivoire, puis après revenir en Côte d'Ivoire pour négocier l'électricité. Je suis désolé. Ou encore pour revenir pour négocier telle ou telle chose. Ça, c'est des choses qu'il faudra à un certain moment donné mettre ça au clair. Il faut avoir de la cohérence. Parce qu'à un certain moment donné, non, on ne peut pas accepter ça. Ça met en mal. Ils ont réussi à créer un conflit. À fragiliser, selon vous? Oui, effectivement, à créer un conflit entre les peuples. Aujourd'hui, un Ivoirien, je suis désolé, ne peut pas avoir fière allure, tenir et marcher dans la rue de Ouagadougou jusqu'à un certain niveau. Je l'ai dit, je le pense, c'est une réalité. Vous avez des échos? Pourquoi? Parce que quand tu entends le président, le premier responsable du pays, le président de la République, en l'occurrence le capitaine Ibrahim Traoré, sortir à la télé dit qu'à Abidjan, on va déstabiliser son pays. Mais forcément, il y aura un impact. Si les 6 mois arrivent et que la CEDEAO décide de demander aux ressortissants de ces 3 pays un visa, est-ce qu'on ne va pas justement vers une dégradation des relations humaines, la sociologie même des peuples dans cet espace? Encore faut-il que nous atteignions même ces 6 mois, si on s'en tient déjà aux déclarations des autorités togolaises. Mais à côté, juste à côté, les autorités togolaises? Mais les autorités togolaises, pour des calculs d'intérêt économique, puisque aujourd'hui leur port sert justement à approvisionner ces 3 États du Sahel, mais déjà menacent ou annoncent leur volonté. Donc ça a été fait publiquement. Ah oui, mais le ministre des Affaires étrangères, c'est quand même pas n'importe qui. D'un pays qui dit qu'il ne rejette pas cette vision d'adhérer donc à l'AES. Mais juste à côté, au Ghana, avec le nouveau pouvoir qui est là, qui est d'ailleurs un pouvoir panafricaniste. Eux aussi nourrissent l'ambition justement de traiter avec l'AES. Attention, il y a un envoyé spécial ou un responsable qui a été nommé de façon particulière pour les relations avec l'AES. Mais le Ghana n'a pas affirmé comme le Togo l'a fait, Marius. Réaction? Mais soyez rassurés, pour un pouvoir panafricaniste comme celui du Ghana actuellement, il ne faut pas s'étonner qu'il ne soit pas justement en train d'appliquer les décisions de l'AES, mais de la CEDEAO. Mais au-delà de cet aspect des choses, ne perdez pas de vue qu'en ce moment, l'AES essaie de convaincre d'autres États africains de les rejoindre parce que pour eux, la CEDEAO ne fonctionne pas convenablement. Comme quel État? Le Sénégal, par exemple. Comme par exemple, juste à côté également que le pays, oh là, mais ça me reviendra, dans mon développement, ça me reviendra. Non, du tout. Ils ne sont pas de la terre. Du Tchad, voilà, du Tchad, exactement, du Tchad, parce que tous ces pays qui sont dirigés par des militaires intéressent l'AES qui, naturellement, fait la cour à ces pays-là pour rejoindre son trio, étant entendu que pour l'AES, la CEDEAO ne fonctionne pas convenablement et qu'il AES présente aujourd'hui une alternative crédible pour tous ceux qui veulent justement faire la promotion du panafricanisme africain et donc la liberté des États africains au plan économique vis-à-vis des Européens. Élisée Boloubeu, voilà, est-ce que la CEDEAO est en train de s'affaiblir au total avant votre point? Allez-y. Non, je pense que quand on est 15 États et qu'aujourd'hui on se retrouve à 12 États, on a forcément perdu quelque chose, ça c'est certain. Maintenant, de savoir, comme j'entendais Marius le dire, ça me faisait un peu sourire, oui, que des États, ils sont en train de chercher à convaincre d'autres États pour célébrer le panafricanisme. Certains parleraient de la Guinée, pour le panafricanisme, mais c'est normal, Christelle, c'est normal. Mais regardez la démarche, ils font la démarche à l'endroit de quels États? À l'endroit des États où il y a un véritable déficit démocratique. Ils ne peuvent pas aller dans des États où les gens sont démocratiquement assis, où vraiment la démocratie est assise. Ils ne peuvent pas.
Parce que, mais quel est ce peuple-là qui va vouloir repartir 60 ans en arrière alors qu'il a la possibilité d'aller de l'avant? Faut qu'on se pose les bonnes questions. Aujourd'hui, là, moi je dis toujours, faut arrêter de tromper nos peuples. C'est vrai, une bonne partie de notre population peut-être n'est pas lettrée, mais ça doit pas être une fatalité. Pour que certaines personnes trouvent le prétexte à chaque fois de vouloir manipuler nos masses à leur profit. Il faut arrêter, il faut avoir un moment quand même un peu de bonne foi dans tout ce qu'on fait, un peu de vérité, c'est important. Mais attendez, aujourd'hui là, vous êtes venu au pouvoir sur la base du fait qu'il y a un défi sécuritaire que vous devez régler. Faisons le bilan de cet objectif-là. Après 2 ans, après 4 ans, après 5 ans, faisons le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est le motif essentiel qui vous fait venir. Laisser affaire du CEDEAO n'est pas bonne, CEDEAO est bon là. Ça c'est un prétexte subsidiaire. Le prétexte principal là, vous êtes venu parce qu'il y a un défi sécuritaire, on est venu réparer. Faisons le bilan. Aujourd'hui nous en sommes avec la question. Très bien, je pense qu'Adama va répondre à la question. Je vais y arriver. Adama, excuse-moi, je vais y arriver. Où nous en sommes aujourd'hui avec ça fait déjà 1. Deuxièmement, de vous à moi, nos pays, quand même, c'est vrai, ne sont pas des pays du G8, mais le niveau qu'on a atteint aujourd'hui, là, quel est le mérite qu'on a à aller confier nos États à des militaires? Mais c'est vraiment reparti en arrière, c'est un recul véritable. La preuve, les coups d'État, ils ont fini de faire les coups d'État 4 ans, 5 ans après. Regardons la situation économique, on est à quel niveau? Le PIB est à quel niveau? Il est à quel niveau aujourd'hui? Avant de commencer à crier, comment on appelle ça, faire la promotion des slogans creux là, regardons les faits, soyons factuels. Aujourd'hui, là, sur le plan sécuritaire, où nous en sommes arrivés, nous étions où nous sommes aujourd'hui. Sur le plan économique, où nous étions où nous sommes aujourd'hui. C'est ça qu'il faut regarder et puis arriver à faire une évaluation plus objective du fait que non, le fait que les militaires soient au pouvoir, ça nous arrange ou pas. Mais pas juste de vraiment brandir des slogans creux et autres, tout ça, vraiment, excusez, mais à un moment donné, tout le monde ne peut pas être berné, quoi. Il y a quand même des personnes qui sont lucides. Alors, Adama, dans tous les cas, les 3 pays et la CEDEAO, cet amour, ce mariage est terminé. C'est vrai que la CEDEAO vous dit, on a encore 6 mois, le temps de voir un peu si on peut revenir à la table de discussion et être amoureux. Mais pensez-vous, quelle est la réaction justement des peuples? Vous qui êtes un peu introduit justement. Que pensent les peuples du Mali, du Niger et du Burkina? En effet, le peuple, c'est le plus perdant dans ce conflit. Ils sont pris entre le conflit de deux entités. Une vieille entité, une entité mère qui existe, et une nouvelle entité qui est en train de se former. Sur quel fondement, sur quelle base juridique? On n'en sait pratiquement rien parce que l'AES ne met pas à disposition le fondement et les bases juridiques. On sait que ça a été fait également. Non, il n'y a pas eu de consultation pour sortir de cet espace communautaire. Et mieux, quand on dit que les peuples n'ont pas de problème, entre un Ivoirien n'a pas un problème avec un Burkinabé ou un Nigérien. Voilà. Mais cette assertion, elle n'est pas vraie. Ah bon? Oui, elle n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que les peuples peuvent ne pas avoir de problème entre eux, mais quand ils voient les dirigeants à qui ils ont confiance, qui développent leur pays, se faire insulter matin, midi, soir, pour moi, il y a un problème. À un certain moment donné, les dirigeants peuvent se parler entre eux, les peuples peuvent en avoir. Moi, je vous prends un exemple. Quand les Ivoiriens, aujourd'hui, sont totalement exaspérés de la passivité de leurs autorités. Ils ne peuvent pas comprendre. Oui, effectivement, ils ne peuvent pas comprendre que le président... C'est un constat que je fais dans l'ensemble, que je vois sur les réseaux sociaux, sur les médias. Les autres pays ne peuvent pas insulter à longueur de journée le président de la République de Côte d'Ivoire, puis après revenir en Côte d'Ivoire pour négocier l'électricité. Je suis désolé. Ou encore pour revenir pour négocier telle ou telle chose. Ça, c'est des choses qu'il faudra à un certain moment donné mettre ça au clair. Il faut avoir de la cohérence. Parce qu'à un certain moment donné, non, on ne peut pas accepter ça. Ça met en mal. Ils ont réussi à créer un conflit. À fragiliser, selon vous? Oui, effectivement, à créer un conflit entre les peuples. Aujourd'hui, un Ivoirien, je suis désolé, ne peut pas avoir fière allure, et marcher dans la rue de Ouagadougou jusqu'à un certain niveau. Je le dis, je le pense, que c'est une réalité. Vous avez des échos? Pourquoi? Parce que quand tu entends le président, le premier responsable du pays, le président de la République, en l'occurrence le capitaine Ibrahim Traoré, sortir à la télé dit qu'à Abidjan, on va déstabiliser son pays. Mais forcément, il y aura un impact. Un impact. Messieurs? Et quand il y a une réaction de l'autre côté, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance fait que les deux peuples arrivent à un certain moment donné à ne plus se parler. Et de mémoire, je n'ai jamais vécu ça.
Et comment justement arriver à ne pas à ce point de rupture? Les dirigeants, parce qu'un jour ils peuvent se retrouver, hein, c'est la politique, au vu des intérêts, au vu du vent qui change. Mais comment arriver à guérir les peuples? Parce que la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, c'est des liens séculaires. Effectivement, c'est des liens. Comment arriver à la non-rupture justement entre peuples? Mais aujourd'hui, la rupture, comme on le dit, elle n'est pas. Aujourd'hui, quand un Ivoirien voit un Burkinabé, dit c'est un peuple de. C'est les gens de l'AES. Je veux dire, ils ont réussi, les politiques, je veux dire, les autorités qui sont là, ont réussi à diviser, à installer ça. Je parle, c'est un fait qui est là. Ouais. Le Niger et le Nigeria, ils font énormément de... Ils sont très imbriqués. Ils sont très impliqués, ils font énormément d'affaires ensemble. Mais Tiani passe à longueur de journée à dire que le Nigeria avait déstabilisé son régime. Alors, les autorités nigériennes, quand ils entendent ça, ça peut peut-être les faire rire, ça peut peut-être... Ils peuvent comprendre parce que c'est une position, si vous voulez, politique qu'il adopte pour justifier son échec. Très bien. Mais à un certain moment donné, les populations, la masse populaire ne comprendra pas pourquoi est-ce qu'il fait ces déclarations-là, il fait ces annonces-là, tout en sachant que les peuples sont liés. Merci beaucoup. On espère. On termine sur le. On a terminé.